Très bien. Donc, c'est 13 milliards et 17 milliards. C'est à vous d'aller dire au DG des impôts tout le ramdam que vous venez de me faire là. Je vous donne les faits. Ah, c'est ce qu'on a dit. Non, moi je suis pas le directeur des impôts. C'est à lui qu'il faut dire ça. Pas aux équipes mises en place par le directeur des impôts. Attends, allez au contentieux leur dire ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que les entreprises ont fermé, ainsi de suite. Moi, ça ne me concerne pas. Nous sommes au contentieux, Valère Bessala. Ici n'est pas un contentieux. Laissez-moi donc poursuivre. Vraiment, M. Bidjan, les aînés attendent la parole. Allez-y. Voilà. Il y a donc 13 milliards de prestations intellectuelles et il y a 17 milliards de prestations de services. C'est de ça qu'il est question. C'est les 17 milliards qui concernent les prestations de services. Une fois que je l'ai dit, on peut maintenant supputer sur tout ce qu'on veut. Et moi, ce que je vous dis à vous, de dire au président directeur général, 3 choses. 1, il est mal accompagné. Il doit virer son conseil fiscal s'il en a. Parce qu'en fait, il y a les éléments de procédure, c'est dans la procédure qu'on gagne le contentieux fiscal. C'est le b.a.-ba de la fiscalité. Si vous ratez l'autorité destinataire de votre contentieux, vous êtes carrément à gauche et à la poubelle. C'est ça les conséquences. Le directeur général des impôts, je reste sur ce premier point, vous a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il était même prêt à transiger. Mais c'est vous qui avez utilisé les gros bras. Parce qu'en fait, j'amortis une des relances ou une parole qui a été avancée pour dire que le DG des impôts est assujetti. Oui, c'est vrai. Il est directeur général des impôts. Mais attention, il a une autonomie de gestion de la fiscalité de l'État. Faites attention. Ça veut dire qu'en fait, quand il écrit à une banque, la banque peut ne même pas exécuter l'ordre du ministre des Finances. Faites très attention, il a beau être le ministre des Banques. Faites très attention. C'est pour ça que lorsqu'il a écrit aux banques de bloquer, elles ont bloqué. Pourquoi ils n'ont pas demandé au ministre des Finances si il devait bloquer sur ordre du DGI? Faites attention. C'est pour dire quoi? Deuxième élément. Dites à M. Mougobelinga que... Et j'ai remarqué ça dans le traitement de vos affaires. C'est un débat qui m'embarrasse. Parce que ce n'est pas ici que je devrais dire ça, mais je suis obligé puisque moi, je viens ici pour parler et je rentre chez moi. Quand on est un homme puissant et qu'on a des amis puissants, la meilleure façon d'aider mes amis puissants à m'aider, c'est d'observer les textes. Observez la loi. Appliquez la loi. Il sera plus facile pour vous et pour eux surtout de vous aider. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Au lieu de saisir le ministre des Finances, il fallait saisir pour les 13 milliards. Vous avez dit que c'est faux, mais je poursuis. Le petit type qui est là-bas, qui gère les impôts omnisports, pour les 17 milliards, vous gérez avec celui de Kalafatas, vous observez la procédure. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DG, du directeur des grandes entreprises. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGI. Et quand ça ne va pas, vous saisissez donc votre grand ami, qui est aussi l'ami du professeur Massanga, le ministre des Finances, pour lui dire, j'ai terminé la procédure. Voilà le cas. Il allait être très simple pour le ministre de vous aider. Mais maintenant, c'est le troisième point. L'embarras donc, maintenant que l'affaire est posée ainsi, ça donne l'impression que le monsieur Jean-Pierre Mougobelinga ne veut pas payer l'impôt. C'est l'impression. C'est l'impression. Parce qu'en fait, il a été mal conseillé. Il a été mal accompagné dans le dossier. C'est de ça qu'il est question, monsieur Bidjan. Moi, je sors. Pour dire quoi? Pour dire que le ministre des Finances est embarrassé aujourd'hui parce qu'il se retrouve emmêlé dans un faux dossier qui n'est même pas un dossier. Ça aurait été simple de transiger. Pour ceux qui parlent de 30 milliards, vous savez, quand on demande 30 milliards à un groupe d'entreprises, c'est qu'en fait, votre revenu doit être de 900 milliards. Faites attention, hein. Faites attention, cela dit, l'aîné comprend ce que je dis, 30 fois plus. Vous comprenez ça? Et si les banques ont bloqué les comptes, j'ai entendu des choses sur ce plateau, c'est qu'en fait, M. Jean-Pierre Mougobelinga est solvable. Parce que quand on donne un avis, on délivre un avis à tiers détenteur. Et que vous dites, bloquez-moi les comptes là, parce que le type, il me doit l'argent, vous devez payer. Ils ont bloqué parce qu'en fait, ils se rendent compte que M. Jean-Pierre Mougobelinga et le groupe, l'anecdote, sont solvables. Une banque il devait écrire au DGI s'il ne pouvait pas bloquer. Comme vous dites, monsieur, la somme même que vous voulez réclamer chez nous là, les 3 millions, les 30 millions, nous ne pouvons pas payer. Parce qu'en fait, il n'a même pas l'argent là ici. Vous comprenez? Les banques n'ont jamais régimbé, elles ont bloqué. Et quand le DGI le fait, c'est que lui aussi il est le patron des banques, hein, parce que même les banques payent le fisc, payent les impôts. Vous comprenez? Donc il connaît même ce que chacun, parce qu'ils doivent déclarer les avoirs de tout le monde qui se retrouve là-bas. C'est pour ça qu'il y a la NIF ainsi de suite. Donc c'est les données qui sont connues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que M. Mopa Modeste ne délivre un avis à tiers détenteur aux banques,
il s'est déjà rassuré que vous avez autant d'argent pour payer. C'est-à-dire que vous êtes capable de payer. Donc c'est une erreur. Payer sans recette. Oh, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été faite. Que les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga, si vous voulez ne m'invitez plus jamais. Moi, c'est comme ça que je suis. Pourquoi Valère Que les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga comprennent simplement qu'il doit rentrer vers le DG des impôts. Même si son grand ami, c'est lui, Paul Motazé, mais qui comprennent que chacun, à l'endroit où il a été désigné pour assumer les fonctions de l'État, a une valeur, doit travailler. Et on doit toujours tenir compte de ses compétences et beaucoup d'égards envers lui. Merci. Même sur le plan de la morale. Moi, j'étais sur le terrain. Je n'admettrai jamais que quelqu'un, je suis ton supérieur, et que quelqu'un vous saute sur un dossier que vous traitez pour venir jouer sur ma compétence afin d'influencer mon collaborateur. Ça ne se fait pas. C'est mettre politiquement en embarras le ministre des Finances et le foutre dans ce que nous appelons aujourd'hui le grand complot. Bonjour les enfants et papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Et pour les nés hier, bienvenue à la clinique. Vous comprenez, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, vous comprenez donc pourquoi on prononce le nom de Laurent de Motazé. Vous comprenez pourquoi on vous dit que la main derrière, c'est-à-dire que quand on vous dit que Motazé doit aller retrouver Amougou en prison, que si Amougou avait 1 franc dans sa poche, ce n'était pas son argent, c'était l'argent de Motazé. S'il jamais, il était la caisse de blanchiment de Motazé. C'est pour ça que quand le directeur général des impôts lui dit, frère, tu as une série, tu as les impôts ici à payer, il lui dit que quitte là. Moi je suis en amour avec Motazé, le ministre des Finances. Toi tu es qui? Il a essayé de mépriser mais ce n'est pas ça. Ah, Piccolo. Il y aura Piccolo. Les gars, regardez un peu l'arrogance avec Piccolo. Toi-même tu es dehors, tu vois l'arrogance avec laquelle tu répondais à Valère Bessala, non? Comme si c'était ton égal. Là, on avait l'impression que Valère Bessala était ton camarade, hein, Piccolo. Là, direct, on est sûr et certain que Valère Bessala, c'est ton camarade. C'est-à-dire que tu lui réponds avec arrogance, tu bloques ses relances, alors qu'il essaye, si vous aviez écouté ne serait-ce que la moitié de ce qu'il avait dit, vous ne serez pas dans. Toi, tu n'aurais jamais connu la prison. Si vous aviez écouté la moitié seulement de ce que Valère Bessala était en train de vous dire, quand vous avez un ami puissant, un ami grand, qui vous fait être grand aussi et tout, la seule chose que vous avez à faire, c'est suivre les lois et les règles pour permettre à votre ami puissant de vous aider et surtout de ne pas le mettre dans l'embarras. Mais ce que Valère Bessala ne comprend pas, c'est que le bandit, ce n'est pas seulement Amougou-Belinga, le bandit c'est lui, Paul Motazé. C'est-à-dire que dans l'affaire de l'argent, là, Amougou-Belinga n'est pas un puissant qui a un ami puissant, non. Amougou-Belinga est la main noire de quelqu'un qui est deux. Il a un de son côté légal, qui fait qu'il est ministre des Finances, et il se sert de ses positions de ministre des Finances pour vider les caisses de l'État. Comme il ne pouvait pas être deux, c'est-à-dire qu'il est Motazé là, et il est Motazé 1, et il est Motazé 2, il a fabriqué un Amougou-Belinga qui s'appelle Motazé 2. Donc lui, il prend, en tant que ministre des Finances dans la ligne 94 et 75, il met dans cette main qu'il transmet à Motazé 2, qui s'appelle Amougou-Belinga, qui lui prend et met dans les caisses du groupe l'anecdote pour aller acheter parfois 3A, Télé Sud ou machin truc à des prix très bas et le reste dans les caisses. C'est pour ça que quand le directeur des impôts décide de geler les comptes, de fermer les comptes, parce qu'il sait, comme Valère Bessala vient de te le dire, monsieur, que vous aviez cet argent. C'est-à-dire que quand on vous demande 300 milliards, ça veut dire qu'en fait, vous avez, il a dit, ça veut dire que vous touchez en fait 300 000 milliards. Vous avez vos petites publicités de l'anecdote là. C'est avec ça que vous avez ça. Non, c'est parce que le gars, il prend dans la ligne 94, le Motazé, lui Paul Motazé A, prend, donne à lui Paul Motazé B, Amougou-Belinga, garde-moi ça dans ma l'autre caisse, qui est la caisse de l'anecdote. Et c'est ça. Donc, c'est la seule chose que peut dire à Valère Bessala que non. Il n'y a pas que quelqu'un est... Il était juste un arrogant qui faisait beaucoup le bruit. Ça veut dire que le Motazé B faisait tout le bruit, alors que le Motazé A, c'était un Motazé calme. Donc le Motazé A, c'est un Motazé calme, celui qui est ministre des Finances. C'est l'autre Motazé Amougou-Belinga qui l'a fabriqué là.
C'est lui qui fait trop les bruits et c'est ça qui les a mis dans la merde. Et il est parti même jusqu'à mettre le ministre des Finances dans la merde. Lui, le Motazé. Mais vous inquiétez pas, c'est juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. Entre le Paul Motazé et Amougou Belinda, il n'y a pas de différence. Alors, regardez un peu vous-même les enfants, l'arrogance avec laquelle, à Picoro, tu étais en train de couper la parole à Valère Bessara. Si on t'avait dit, à Picoro, le jour de l'émission, si par exemple, si quelqu'un te disait que vous allez passer que toi tu vas passer une nuit au cercle, tu ne pouvais pas croire. Si on t'avait dit le jour si Kamougou Belinga peut partir en prison encore au Cameroun, tu ne pouvais pas croire. Le jour où tu pétais la forme de l'arrogance, parce que ce n'est plus seulement l'arrogance que tu avais dépassé les niveaux et tout. C'est-à-dire que le gars te dit même qu'on n'est pas dans un contentieux ici. Mais Valère Bessara savait déjà que vous êtes cuit. Il savait déjà que vous êtes cuit quand vous avez brisé les petites règles. Il savait déjà. Et quand il te voyait, il disait que, regarde le petit, si vraiment, s'il savait que la boîte de Pandore est déjà ouverte et que ça a déjà cuit, et que quand l'heure seulement d'ouvrir la marmite, est-ce que tu pouvais croire que tu peux dormir au ciel à l'époque-ci? Regarde l'arrogance avec laquelle tu réponds. Le gars te dit même que, waouh, petit frère, laisse-moi finir de répondre. J'ai les aînés, parce que les aînés qui parlent là, c'était encore les Messanga Nyamding, les Bayebek, d'autres en fumeurs encore de catégorie. Et je crois que c'était la dernière émission. Ça, c'était la dernière émission de Valère Bessara. Parce que vous avez même dit à la fois, vous ne l'avez plus jamais invité. Hein, Piccolo? Quand je te dis qu'avant, tu étais peut-être riche. Mais regarde comment tu étais minable. Regarde comment tu étais petit. Quand tu te regardes toi-même aujourd'hui, en train de dire que non, mais nous n'avons pas amené le compte. Quand tu sens que tu peux être riche, beau avec la veste, mais être tellement nyambré de l'intérieur, regarde comment tu es comme un caca dans la tête là, non, à Piccolo. C'est que tu es là comme si non, c'est comme si un Mougou avait fait caca, non. C'est comme si un Mougou t'avait déposé un dangereux popo, mais dans le cerveau, dans la place du cerveau, là, quand on te voit là, c'est comme si d'un boy a un moteur seulement dans ta tête. Je te dis, regarde-toi toi-même avec ton costume, comment tu es placé. Tu essaies de répondre à Valère Bessara, qui lui connaît de quoi il parle. Toi, tu n'avais même pas encore ton diplôme de journaliste. Toi, zéro diplôme de journaliste. Même lire un livre entier, de la première page à la dernière page, jamais lu. Jamais lu que tu as lu un livre de 200 pages, on donne à Piccolo. Car Piccolo lit le livre ici, jamais. Toi, tu es devenu directeur général de la télévision. Toi, tu ne te rends même pas compte que même ton procès est le procès de quelqu'un qui va finir en prison avec l'accident sur ça. Oui, oui mon petit, oui mon petit. Je te dis que tu viens de loin, tu ne know pas. Tu viens de loin mon petit Piccolo. Je ne te mens pas frère. Tu viens de loin. La leçon, là, tu dois ouvrir un centre de formation pour former les enfants à ne plus suivre que si mon patron me dit tombe dans le trou, je tombe. Regarde comme tu es. À l'époque, là, quand on te montrait ça, tu voyais que tu es beau. Tu voyais que tu es grand. Tu parlais avec arrogance à Valère Bessara. Mais regarde maintenant, après un passage à Kondingi, au CED, tu as vu la vie autrement. Parce que ici, là, tu ne t'imaginais même pas que Amougou peut partir en prison. Tu croyais que c'est le bon Dieu sur terre. Donc tu es parti là-bas, quand tu es revenu, tu regardes ça, tu te rends compte que tu étais comme quelqu'un dont on a moto dans la tête. Oui, la grandeur est puissante, ça ne se voit pas dans l'esprit. Là tu vois les yeux, tu comprends ce que papa ressent dans son cœur, tu comprends, maintenant tu vois comment je me vois, tu vois tout le shining qui n'a rien à voir avec les histoires du costume Pointinini et les 1 franc en franc CFA. Maintenant tu comprends d'où papa tire toute la puissance. Tu comprends, parce que tu viens de te voir maintenant. Quand tu vois toi-même, Loa Piccolo, qui est en train de parler là devant Valère Bessara, mais ça tu as l'impression que c'est un moulin qui est comme un penguito. Il a porté son costume et avant de monter sur scène, un moulin appelé dans le bureau, il lui a moto dans le cerveau. Et le gars est venu se placer là, il est déjà. Toi-même tu vois, non, Abix. Tu vois ton toi, non? Oui, tu vois. Même Ernest Obama, non? Et te jure que quand on montrait à Ernest Obama ses anciennes émissions, il aussi, il est comme s'il dit que merde, donc c'est moi ça, donc c'était moi là-bas. Oui, oui mon petit. Donc c'est la même chose, là tu as vraiment l'impression que quand tu regardes ça, tu as l'impression que non, le gars il t'avait un popo dans la tête. Hein? Mais si vous aviez écouté la moitié seulement de ce que le frère là vous disait, vous aurez peut-être eu moins de problèmes. Mais comment quelqu'un peut avoir peur
du directeur des impôts, quand il est à bouche, que me veux-tu, avec le ministre des Finances. Moi, je vous comprends aussi. Hein? Comment vous pouviez même avoir peur du directeur des impôts, un petit directeur des impôts, alors que vous êtes à bouche, que me veux-tu, avec le ministre des Finances et à la langue profonde avec le ministre de la Justice. C'est normal que vous voyez les autres comme les bimocoups, alors que c'est vous les bimaniacs. Sérieux? Pour le 3e podcast de la journée, bienvenue à Piccolo. Là, je crois que je commence maintenant à te montrer le rewinding de ta vie. Là, à l'époque, toi et Mélissa, vous voyez un beau jeune homme qui est en train de se battre pour son chef là-bas. Mais maintenant, quand tu le vois après avoir passé quelques semaines au CED et la vie, là, tu vois plutôt un parvenu qui devient bête et qui est comme si quelqu'un a moto sur sa tête. Donc, la vie ne te rend pas plus beau quand la laideur. Waouh, Valsero. Oh là là. Quand la laideur est intérieure. C'était papa, les enfants.